Merci beaucoup à Pelino, aux organisateurs qui ont rendu possible cette journée extrêmement intéressante et extrêmement stimulante. J'espère ne pas éteindre l'enthousiasme par mon intervention maintenant. Et je vais vous parler assez directement de thèmes centraux de la controverse en traitant de l'opposition entre médecine vitale, medicina vitalis, et médecine rationnelle, medicina rationalis, qui sont, comme vous verrez, des concepts utilisés par Leibniz. En 1746, paraît à Francfort-sur-le-Main un ouvrage posthume de Friedrich Hoffmann, intitulé, je vous donne la traduction, Commentaire sur la différence entre sa doctrine médico-mécanique et la doctrine médico-organique de Georg Ernst Stahl. La doctrine médicale mécanique dont il est question est celle que Hoffmann avait esquissée en 1695 dans ses Fundamenta Medicinae ex principiis naturae mechanicis, fondement de la médecine tiré des principes mécaniques de la nature, et qu'il développe de 1718 à 1739 dans un vaste traité Medicina Rationalis Systematica. C'est très bien. Bon. Je vous donne tout de suite une autre référence au frontispice de l'ouvrage de Pietro Antonio Michelotti, qui est un correspondant de Leibniz, que Hoffmann aussi est un correspondant de Leibniz, sur la séparation des fluides dans le corps animal, dissertation physico-mécanico-médicale de 1721, il y a ce propos extraordinaire que nul dénué d'esprit mathématique ne soit admis à l'école de la médecine rationnelle. Voici le frontispice, Nemo Matheseos, experts, etc. C'est très très beau d'ailleurs. C'est une édition absolument splendide que vous trouvez là. Bon, une fois que j'ai dit ça, je vais remonter à la lettre de Leibniz à Hoffmann du 27 septembre 1699, où Leibniz utilise le terme médecine rationnelle pour désigner l'objectif qu'il encourage Hoffmann à poursuivre. J'attends de vous des éléments de médecine rationnelle qui ne reposent pas trop sur des concepts éloignés des constats de l'art, comme c'est le cas chez les médecins cartésiens, ni qui soient trop liés aux fictions de l'imagination, comme dans la médecine chimique, mais des éléments qui indiquent les causes intelligibles des réalités sensibles lorsque c'est possible, et qui indiquent, lorsque ce n'est pas possible, les conséquences utiles des effets à partir de ce que les sens nous apprennent de certains, même si l'on n'est pas encore parvenu à rattacher cela à des causes. Il existe une utilisation même antérieure du vocable de médecine rationnelle chez Leibniz. Dans sa lettre à Domenico Guglielmini du 28 décembre 1696, Leibniz déclare voir en celui-ci le véritable héritier de Malpighi, celui qui doit poursuivre la défense et l'illustration de la médecine rationnelle contre les traditionalistes et les empiristes. Il lui écrit, et c'est un style métaphorique, vous avez débuté en investiguant le cours des rivières mathématiquement. Il y a un grand traité d'hydrographie dû à Guglielmini. L'espoir est maintenant que vous traitiez des rivières vitales du microcosme et des fluides qui produisent courants et tourbillons internes. Tel peut réussir mieux que tout autre en médecine rationnelle qui fait luire la lumière mathématique dans ses ténèbres. Ce que vous pouvez remarquablement accomplir se révèle d'ores et déjà par votre très élégant essai sur la figure des sels. Il nous a ouvert l'appétit, métaphore, mais n'a pas apaisé notre faim. Nous réclamons donc, une fois de plus, que vous y réfléchissiez et que vous ne vous écartiez pas des grands travaux qui nous attendent que nous attendons à juste titre de vous. Vous voyez bien que la province de Malpighi et de Borelli n'a désormais été confiée qu'à vous seul et que vous seul, parmi les vôtres, pouvez le mieux vous en occuper. De l'autre côté de l'alternative, sur les fondements théoriques de la médecine, Hoffmann évoquait la doctrine de son ancien collègue à l'université de Halle, Georg Ernst Stahl, qu'il qualifie de médico-organique,
rappelant ainsi indirectement l'opposition radicale, l'opposition peut-être pas aussi radicale que je le dis là, que l'auteur de la Theoria Medica Vera avait monté en épingle entre organisme et mécanisme. Leibniz, pour sa part, s'en prend à la médecine de Stahl en la rattachant à un ensemble hétéroclite de théories auxquelles il affixe le qualificatif de medicina vitalis et qu'il soumet à une critique en règle. Les anciens semblent, en outre, avoir accommodé la considération des fins à l'usage de la médecine. Mais pour cela, les auteurs modernes de ce que l'on appelle médecine vitale, parmi lesquels se distinguent Paracelse et Van Helmont, c'est pas des grands compliments, n'est-ce pas, à l'époque où Leibniz prononce ce jugement, se sont prévalus d'une raison particulière. Ils introduisirent un certain arché. C'est le principe des archés, n'est-ce pas, de Paracelse et de Van Helmont. Mais surtout, le très célèbre Georg Ernst Stahl, docteur en médecine, professeur à Halle, a entrepris de ressusciter, de réformer cette doctrine et de l'accommoder aux fins de la pratique. Nul doute que pour Leibniz, l'enjeu soit ici celui d'un affrontement entre deux types de médecine et que cet affrontement se cristallise autour de principes fondamentaux que l'on doit interpréter comme relevant à la fois d'options philosophiques et méthodologiques opposées. Mon propos est ici de déterminer comment Leibniz et Stahl construisent respectivement les termes de cette opposition et comment se développe l'argumentation de part et d'autre. J'aborderai d'ailleurs seulement deux thèmes, le statut des êtres organisés dans le système de la nature et les principes et méthodes d'une théorie médicale bien fondée. Mon premier point concerne donc les êtres organisés et l'ordre naturel. La corrélation entre organisme et mécanisme peut fonder sur l'assimilarité ou la différence. Certains tiendront l'organisme pour une sorte de mécanisme affichant une plus grande complexité et une certaine autonomie d'action. D'autres soutiendront qu'il existe une hétérogénéité radicale entre ces deux modes d'être et d'opérer et que l'on ne saurait réduire les vivants et a fortiori les humains au statut de simples machines. Les deux options étaient précisément représentées à l'université de Halle par les enseignements opposés de Hofmann et de Stahl. Stahl a sans doute été l'un des premiers à utiliser le terme organisme, organismus, pour signifier le type d'organisation et de processus caractérisant les êtres vivants par contraste avec les corps inorganiques. Il met cette notion en opposition à celle de mécanisme, pas une opposition complète comme vous le verrez, qui désigne selon lui un mode de représentation des entités naturelles strictement en termes de propriétés géométriques et mécaniques. Hofmann arguait pour la similarité entre mécanisme et organisme et le faisait en des termes que Leibniz avait lui-même approuvés avant la controverse avec Stahl. Ainsi, Hofmann déclarait, c'est un texte 1699, un mécanisme est pour nous un effet, c'est-à-dire un mouvement ou une opération du corps, dépendant d'une cause physique qui produit toujours et nécessairement un tel effet. D'où tous les effets qui sont mécaniquement produits, à savoir par mécanisme, sont accomplis par des causes nécessaires, c'est-à-dire par des causes qui n'agissent ni ne sont disposées à agir pour quelque autre raison. Ainsi, par exemple, la flamme produit un effet mécanique quand elle suscite le feu dans le bois, brûle le bois et le réduit ensemble. Car étant donné une flamme et un corps résineux approprié, il est impossible qu'un autre effet que celui-ci précisément puisse en découler par la nécessité des causes. Or, quand plusieurs causes matérielles sont ainsi coordonnées et arrangées, que s'ensuivent des effets correspondant à l'idée de l'artisan qui s'est fixé cette fin déterminée. On dit que c'est encore du mécanisme, mais plus parfait, et certains disent que c'est de l'organisme, puisque cela se produit dans les corps organiques. Un texte, indiscutablement, qui a influencé Leibniz par son utilisation du terme organisme.
il y a Grou aussi qui est une autre hypothèse. Raphaël en a parlé. Et c'est une autre voie par laquelle Leibniz se rattache à l'utilisation du terme organisme. Stahl opte pour la thèse de l'hétérogénéité et la soutient expressément dans la Disquisitio de Mechanismi et d'Organismi Diversitati, qui est l'un des traités introductifs de la Theoria Medicarum. L'un des arguments en faveur de cette distinction entre les êtres organisés et inorganiques tient à la façon dont Stahl conçoit que les êtres corporels deviennent ce qu'ils sont. En général, des corps sont produits qui ont une grandeur, une figure et une aptitude donnée au mouvement, par l'effet de l'action externe des corps environnants. Ils n'ont pas individuellement de destination intrinsèque à faire partie d'une combinaison corporelle déterminée, une destination intrinsèque. N'importe quel corpuscule d'un type donné peut être intégré, plutôt que tout autre du même type, à un mixte donné, et ce mixte n'est pas réalisé en vertu d'un plan s'accomplissant dans et par l'opération du corpuscule lui-même. Certes, l'ordre général de la nature produit des corps constitués suivant des divers types de combinaisons, mais le choix des éléments en vue d'un tel résultat est indifférent. C'est une affaire de chance, casus, c'est le terme chance que Stahl utilise. Si de tels éléments, et non d'autres du même type, se trouvent assemblés et produisent un résultat qui apparaît déterminé de l'extérieur. Tel n'est pas, selon Stahl, le cas des êtres vivants. Ceux-ci sont formés et mis en opération suivant une détermination interne qui se déploie en une série continue de processus. Cette détermination est téléologique puisqu'elle aboutit à une intégration des organes et des mouvements pour fin de conservation, de réparation et de reproduction des êtres concernés. Intervient ici une distinction ontologique sous-jacente entre processus aléatoires ou tenus pour tels et processus téléologiques produisant respectivement mécanismes et organismes comme des modes d'être et d'opérer. Dans sa première animadversion, Leibniz reformule la distinction comme si elle s'appliquait entre des choses qui surviennent pour une fin et d'autres qui surviennent par accident. Mais il souligne que la qualification de fortuite, qui se produit par accident, appliquée à ces dernières, dépend d'une estimation qui repose sur les seules apparences et s'explique par notre accès limité aux données disponibles. En définitive, tout se produit pour une fin dans la nature et tout phénomène, qu'il soit lié à des êtres organisés ou inorganiques, est pleinement déterminé. Et cela reste le cas, même si de façon contingente, une série infinie de conditions intervient pour fournir la raison suffisante, causale, de tout événement ou entité naturelle et qu'une infinité d'autres séries serait possible. Leibniz ajoute que cette téléologie immanente se réalise par suite de la détermination absolue de tous les événements naturels découlant de la sagesse et de la volonté de Dieu. L'apparence d'indétermination n'est que l'effet de notre capacité limitée d'analyser les séquences causales. Mais en leur ordre véritable, toutes les séquences causales de la nature reflètent le dessein divin, tout détail contingent comportant une relation aux fins divines. Conséquemment, dans la seconde animadversion, Leibniz choisit d'identifier l'organisme à un cas particulier de mécanisme. L'organisme est ainsi un mécanisme qui se déploie dans les corps organiques conçus comme des machines de la nature. Vous voyez bien la profonde analogie avec la position soutenue par Hoffmann en 1699. Bon. Résultant d'une préformation divine, les machines de la nature manifestent leur raison suffisante interne à l'infini en termes de disposition organique. Or, cela doit être compris de deux façons. Premièrement, il n'y a aucune masse, si petite soit-elle, qui ne contienne en elle-même des corps organiques ou machines de la nature. Il y aurait ainsi un développement indéfini d'organicité dans l'analyse des phénomènes naturels, puisqu'ils traduisent tous une finalité immanente. Mais, deuxièmement, les machines de la nature ont des fins
qui découle de la force de leur structure. C'est ce que Miguel a cité dans sa communication. De la force de leur structure, et non simplement à cause de séries de conditions concurrentes externes. Donc c'est bien une provenance interne, qui est liée à la structure, et qui a un effet, disons, dynamique. Bon. Elles ont été intérieurement agencées, les machines de la nature, pour déployer des effets fonctionnels qui leur soient propres. Mais bien qu'elles illustrent le suprême artifice divin, elles obéissent aux lois ordinaires, aux lois ordinaires de la nature physique qui expriment et régissent tout mécanisme. La notion stahlienne d'organisme est celle d'une connexion instrumentale s'imposant aux divers organes de l'être vivant et ajustant les divers mouvements requis pour préserver l'intégrité de l'ensemble et la régularité des opérations qui s'y déroulent. Il y a certes un certain degré de combinaison mécanique impliquée dans les structures et processus des corps organisés, mais il se trouve relégué du côté de la causalité matérielle de la constitution de ces corps. Au-dessus de ce plan de conditions matérielles, une composante formelle est requise afin d'assurer la connexion instrumentale qui s'y ajoute. Ainsi, faut-il quelque chose de plus que le simple mécanisme pour qu'un corps soit doté d'organisme, l'organisme étant une sorte de pouvoir de réaliser la constitution formelle du vivant et les fonctions de la vie. Ce principe formel serait étranger aux propriétés qui définissent un mécanisme, car celui-ci correspond aux seules raisons géométriques et mécaniques sous-tendant toute propriété physique. Dans la troisième animadversion, Leibniz récuse cette conception de l'organisme en l'assimilant aux hypothèses anti-mécanistes selon lesquelles il convient de faire appel à des esprits incorporels, sans corps, pour expliquer des phénomènes physiques tels que la gravité, l'attraction, la force élastique, et bien sûr les propriétés vitales, ce que Manuel appelait les fossiles baroques, je veux dire, dans sa communication. C'est pourquoi il assimile la position de Stahl sur l'âme, principe de formation et de fonctionnement du corps vivant, aux thèses sur les archées de Paracels et de Van Helmont, ce qui, à mon avis, est une sorte de falsification de la part de Leibniz, fondatrice de ce qu'il appelle médecine vitale, ainsi que sur les natures plastiques des néoplatoniciens de Cambridge, Cudworth et Moore. Leibniz accorde en contrepartie son aval, en réaction aux physiciens qui recourent à la seule intelligibilité des raisons géométriques et mécaniques pour analyser les réalités corporelles, même lorsqu'il s'agit des structures de l'organisation vitale. Stahl réplique que certaines entités naturelles sont téléologiquement dirigées et déterminées en leur constitution même. Pour identifier ces entités, les critères suivants s'appliquent. Premièrement, ces natures sont intrinsèquement déterminées à survenir pour une fin. Deuxièmement, il y a une connexion nécessaire entre ce qu'elles sont et la fin qu'elles accomplissent. Troisièmement, elles se produisent de façon réitérée dans le monde physique par une délégation, pourrait-on dire, du pouvoir créateur de Dieu. C'est ce que je vous disais. Dans le fond, l'âme a obtenu la délégation du pouvoir créateur de Dieu à l'égard du corps, ce qui est quand même une thèse métaphysique un peu forte. Elles incarnent donc un dessein divin particulier qui s'actualise dans le temps, alors que le reste du monde corporel origine de la volonté divine selon un plan général qui implique une infinie diversité d'occurrences mécaniques aléatoires. Cette conception implique en particulier le rejet de la préformation qui rend compte de la génération des corps organiques comme d'un simple déploiement mécanique de structures complexes composées d'ensembles déterminés de corpuscules. À la place, Stahl, lointaine émule d'Aristote, propose l'action directrice de l'âme
sur une matière appropriée dont elle intègre les éléments en une nouvelle formation en leur imposant la connexion instrumentale propre à une espèce donnée d'être vivant. Ce pouvoir plastique se manifeste en particulier dans la capacité de la mère de surimposer aux parties du fœtus qu'elle porte le schème d'une organisation déviante, fruit de son imagination. La détermination téléologique est ainsi le trait ontologique essentiel d'agrégats de parties organiques dont l'existence et les propriétés ne s'expliquent que par la destination finale des tout qu'ils forment. Et la destination finale, dans ce cas, correspond à la forme imposée aux composants matériels. Vous voyez bien qu'il y a toute une scolastique néo-aristotélicienne qui est à l'arrière-plan des thèses de Stahl, il ne faut pas l'oublier. Et la destination finale, dans ce cas, correspond à la forme imposée aux composants matériels. Ainsi constitués, les systèmes organiques individuels, à l'intérieur du système général de la nature, dépendent d'un dessein et d'une volonté divine particulière pour leur formation, leurs opérations et leur reproduction selon un type spécifique. Du point de vue de Stahl, si l'on assimile le mécanisme aux propriétés des composantes matérielles des êtres vivants, leur organisme implique le mécanisme comme ensemble nécessaire de dispositions physiques, par exemple de dispositions à accomplir certains mouvements. Donc je suis absolument d'accord avec ce que me disait Raphaël il y a quelques moments. Quand on regarde positivement le contenu des explications fournies par Stahl sur certains processus organiques, il y a beaucoup d'éléments de mécanisme qui interviennent. Mais l'organisme se surajoute au mécanisme quand une cause interne non mécanique impose aux composants corporels une direction qui suscite l'accomplissement d'actes fonctionnels. Selon Stahl, tout organe est une machine, de fait une machine physique et mécanique, même si ces organes ne se réduisent pas au statut de machine. Tout organisme, déclare-t-il, repose sur le mécanisme ou le présuppose. Donc moi j'ai soutenu à l'occasion, c'est un mécaniste, Stahl. Et c'est vrai. Hein? Tout mécanisme est en un sens précis un organisme. Voilà, ça c'est tout à fait faux. En un sens précis signifie ici selon sa nature essentielle, hein, selon son entité formelle, pourrait-on dire. Il est particulièrement absurde de présumer, comme Leibniz le fait, que les corps organiques ne consistent qu'en composantes mécaniques jusqu'à un détail infini, comme si l'organisme pouvait caractériser les moindres éléments de la réalité physique. Impossible. Les corpuscules ne sont pas organiques, ne sont pas dotés d'une finalité interne. La finalité interne, elle est imposée d'une certaine manière par l'âme, ce qui se surajoute au mécanisme. Ce qui serait impliqué dans l'équivalence présumée entre organisme et mécanisme, c'est la maxime des modernes, selon laquelle les notions géométriques et mécaniques sont les seules intelligibles. Cette position réductionniste est rejetée par Stahl, mais une addition ultérieure dans le Negotium Motiosum souligne que les mouvements téléodirigés qui surviennent dans les machines vivantes doivent dépendre d'un principe de mouvement distinct de la matière même, tout en agissant dans et sur celle-ci. Dans cette perspective, Leibniz, bien qu'il s'accorde méthodologiquement avec les modernes pour reconnaître que les processus physiologiques découlent causalement de la structure interne de la machine, infère de cette dynamique la notion d'un principe de mouvement qui se définit comme antélégie. Miguel a parlé de cela, c'est-à-dire qui se définit comme antélégie. Cela incite Stahl à croire qu'au-delà d'un désaccord apparent, Leibniz doit logiquement admettre la nature nécessairement non corporelle de ce principe de mouvement. Mais qu'il ne le fait pas parce qu'il accorde le pouvoir de mouvoir à tous les corpuscules individuels ou monades physiques. À mon avis, il est le premier historiquement à utiliser le terme de monade physique, constituant la masse du corps. Leibniz, d'après Stahl, attribuerait des opérations conspirantes aux éléments matériels composant les corps organiques et justifierait ainsi l'assertion selon laquelle les opérations du tout organique s'expliqueraient mécaniquement. Certes, cette lecture stahlienne annonce une interprétation déviante de la thèse monadologique qui se trouve fusionnée avec une hypothèse corpusculaire. Or, vous savez que c'est ce qui va se produire chez beaucoup d'auteurs au XVIIIe siècle, je pense essentiellement aux Maupertuis et autres, qui vont produire une monadologie physique.
C'est comme si Stahl avait anticipé dans sa critique l'avènement des monadologies physiques. Bon. Selon Stahl, une partie du problème provient du fait que les modernes n'ont pas reconnu que le mouvement implique d'une part une composante active, le pouvoir de mouvoir, d'autre part une composante passive, la capacité d'être mue, et évidemment la composante active est immatérielle, elle est non corporelle. Même si le mouvement peut être analysé comme délimité par les propriétés matérielles des corps que sont la grandeur et la figure, il doit être considéré dans ses propriétés plus spécifiques que sont les degrés d'intensité, la direction et la finalité. D'où ces anciennes traditions assignant appétit et cognition à des natures qui s'exprimeraient dans et par des mouvements finalisés. D'où aussi le recours de quelques modernes, tels Francis Glisson, je pense, à diverses sortes de nisos, conatos ou irritations pour rendre compte de changements d'intensité, d'orientation et d'ajustement fonctionnel de tel ou tel mouvement dans les corps organiques. Dans ceux-ci et dans leurs parties composantes, le mécanisme serait subordonné à l'action et à la direction d'un ou de plusieurs agents moteurs individuels. Donc, c'est pas seulement Stahl qui soutient une position de ce genre, hein. Et il y a certains courants dans la théorie médicale du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle, qui se profilent à l'horizon. L'intervention présumée d'esprits vitaux corpusculaires constitue une vaine tentative de fournir un équivalent matériel de l'efficace intentionnelle requise. L'intervention d'antéléchie à la façon de Leibniz semble rencontrer cet objectif, mais la fusion présumée d'une multitude de ces antéléchies avec les organes et avec les composants d'organes dont les machines de la nature seraient constituées à l'infini est une source de confusion. Stahl, dans sa critique, va jusqu'à dénoncer une tentative indue de subordonner l'action de Dieu dans la nature à l'hypothèse épicurienne générale. Ça, c'est la formule assassine, je veux dire. L'hypothèse épicurienne générale fait l'hypothèse matérialiste et athée. Bon. Leibniz est présumé avoir soutenu que tous les corps naturels, se déployant à l'infini en nombre comme en division actuelle, ont chacun leurs propres antéléchies immanentes, c'est-à-dire leurs propres moteurs qui leur sont inséparablement joints. Hérésie. Deux questions complètent la présentation des arguments antagonistes au sujet de la relation mécanisme-organisme. L'un porte sur la validité du recours au modèle mécaniste pour représenter le fonctionnement des corps vivants. L'autre se rapporte à la définition de la vie comme propriété discriminante des organismes, au sens moderne, des corps vivants, des vivants. Dans la Paronesis ad aliena a medica doctrina arcendum, l'exhortation à écarter de la doctrine médicale ce qui lui est étranger. Vous voyez bien, c'est quand même un geste méthodologique important. On veut épurer d'une certaine manière la doctrine médicale de corpus théoriques qui n'ont pas de pertinence. Second essai introductif de la théorie America Vera, Stahl avait mis en doute que de la description complète des rouages et de l'arrangement interne d'une horloge, l'on puisse déduire comment elle a été construite et comment elle opère. Ce qu'il suggérait, c'est que les fonctions physiologiques et reproductives dépendent d'une raison qui est étrangère aux propriétés mécaniques du corps organique. L'organisme imposerait un système de déduction différent de celui qui établirait la capacité des structures à engendrer des mouvements. Leibniz réplique que l'observation de la structure et de l'organisation d'une horloge implique précisément la possibilité de déduire son mode d'opération. Pour les êtres organisés, cette analogie signifie qu'un complet dévoilement de leur organisation matérielle expliquerait les opérations fonctionnelles qu'ils peuvent accomplir. Stahl finit par concéder ce point, mais soutient qu'une simple observation des structures ne suffit pas. Il faut établir expérimentalement quelles forces entretiennent dans et sur les structures, par exemple la force du ressort dans une horloge, quelles forces interviennent dans les structures, pour déterminer la capacité de cette dernière à accomplir quelque fonction que ce soit. Il ne concède pas que la théorie des forces en jeu puisse donner lieu à un système régi par des lois
relevant de l'ordre physique. Sans entrer dans une discussion de la dynamique leibnizienne, on peut se représenter que le système des réalités organiques est régi, selon Leibniz, par un tel système de lois. Même si les fondements du système reposent sur des propriétés inhérentes aux antélogies, monades, lois, Leibniz a toujours soutenu que les lois qui régissent les forces dans la nature s'appliquent aux corps inorganiques comme aux corps organisés. Bon. Le recours à une âme physiologique s'impose à Stahl à l'encontre d'une certaine manière, ou en marge, ou en addition au statut mécanique qui serait celui du corps laissé à lui-même. Le recours à l'âme s'impose à Leibniz pour rendre compte du fonctionnement mécanique intégré et autosuffisant du corps organique. Le recours à l'âme intervient aussi dans la physiologie leibnizienne, mais il intervient essentiellement pour rendre raison d'un fonctionnement mécanique intégré et autosuffisant, d'un fonctionnement mécanique autosuffisant. En ce qui concerne la vie comme propriété des corps organisés, ça on en a déjà parlé aujourd'hui, la différence entre les deux conceptions est d'une certaine manière encore plus radicale. Pour Leibniz, la vie est perception et appétition. C'est ce qui définit l'essence de la monade ou de l'âme comme antéléchie du corps organique. Pour Stahl, la vie consiste dans la capacité des corps organiques de s'opposer à une dissolution imminente par des actions adéquates qui en assurent la conservation et le fonctionnement. Sans l'âme, le corps, n'est-ce pas, est voué à une corruption rapide et à une décomposition rapide. En vertu des seuls lois, disons, de la chimie, si on peut s'exprimer ainsi, le corps ne survivrait pas très longtemps. Il y aura une dissolution intégrale assez rapide. Stahl s'objecte à ce qu'on fasse de la vie un pouvoir du corps parce qu'elle ne saurait se réduire à aucune raison mécanique. La vie implique des mouvements qui s'accomplissent dans le corps, mais suivant des directions, proportions, degrés et durées que l'âme impose physiquement, pourrait-on dire. En raison de son origine dans le pouvoir immanent de l'âme, la vie peut être détournée de son cours normal par des intentions fautives de la part de l'âme. N'oubliez pas que le péché originel nous a corrompu notre nature et il y a tout un ensemble de dogmes théologiques qu'on pourrait toujours mettre en arrière-plan ici, et qui expliquerait que l'âme peut avoir des intentions fautives, peut se tromper, peut errer, engendrant des distorsions de processus dans le corps qui peuvent aboutir à la maladie et à la mort. Préoccupation majeure pour lutter contre, d'une certaine manière, la faillite du gouvernement de l'âme sur le corps. Dans l'animadversaire 9, Leibniz attribue les actions de formation et de conservation en lesquelles il estime que Stahl a réduit la vie à une force de végétation, la force de végétation du corps propre, déployant des processus avec lesquels conspirent des états correspondants de l'âme. L'idée d'une conspiration, d'un accord, mais d'une certaine manière, c'est le corps organisé a en lui-même, d'une certaine, dans sa constitution, le pouvoir de se préserver et d'une certaine manière, pour un certain temps tout au moins, de pallier aux inconvénients, n'est-ce pas, de la décomposition. Leibniz attribue, et il développe l'analogie de la flamme pour suggérer l'inhérence au corps de processus auto-reproducteurs qui découleraient de la structure de la machine, force découlant de la structure de la machine. Stahl réplique que du point de vue des phénomènes mêmes, les opérations de conservation du corps organique dépendent davantage de la circulation des humeurs, des sécrétions et des excrétions que de la structure en tant que telle. Autrement dit, l'explication doit être cherchée davantage dans les fluides de l'organisme que dans les solides de l'organisme. Or, toute la médecine rationnelle se fonde prioritairement sur la constitution des structurelle des organes. Bon.
et que ces processus sont causalement déterminés par une direction de mouvement qui se situe au-delà de la sphère des propriétés corporelles. Il rejette par conséquent l'analogie de la flamme qui ne se préserverait pas elle-même dans la mesure où, pour ce faire, elle dépendrait causalement de tourbillons d'air. Leibniz réitère pour sa conviction que tout ce qui se produit dans le corps résulte de ses propriétés formelles mécaniques, jusqu'à preuve du contraire. Il reprend l'analogie de la flamme et souligne le fait que l'influx d'éléments ambiants qui produit des propriétés corporelles telles que l'élasticité et la pression est également requis pour que surviennent des processus végétatifs tels que la respiration, la transpiration, le mouvement tonique et la circulation. Le mouvement tonique, c'est fondamental, puisque Leibniz, Stahl élabore un concept de tonus qui exclut d'une certaine manière du régime des processus mécaniques. Dans sa réaction finale, Stahl soutiendra que ce que les modernes attribuent à la structure matérielle devrait être rapporté aux forces immatérielles de mouvement, qui, en termes de direction, seraient responsables de la production même de cette structure, ainsi que de ses effets fonctionnels. Il s'objecte en définitive à ce que l'on assigne un caractère de nécessité au principe du mécanisme dans leur application au vivant et à ce que l'on présume que tout mouvement fonctionnel est nécessairement immanent à la machine corporelle, à l'encontre de toute prise en compte des caractéristiques téléologiques et formelles des mouvements. Maintenant, abordons les principes et méthodes pour la médecine. Je le ferai un peu plus brièvement. Ces divergences sur la relation entre mécanisme et organisme donnent lieu à des tentatives également divergentes de justifier la constitution d'une théorie médicale. Theoria medica vera. C'est d'ailleurs ce qui avait attiré l'intérêt de Leibniz à l'égard de l'ouvrage de Stahl. C'est qu'enfin, voilà un médecin qui va nous proposer des fondements théoriques. Hein? Bon, d'où l'extrême déception à la lecture de la théorie medica vera. Bon, les contributions de Stahl et de Leibniz à cet égard portent essentiellement sur l'intégration souhaitable ou non souhaitable de l'anatomie et de la chimie à la médecine comme discipline pratique. Leibniz est favorable à une médecine fondée autant que possible sur une physique spéciale, physica specialis, que nous pourrions tenir, si on veut un équivalent moderne, pour une sorte de physiologie générale. Comme en témoignent entre autres les correspondances avec Guglielmini et Hoffmann et d'autres, le projet d'une physique spéciale qui élaborerait des explications micromécanistes les plus appropriées ne saurait se concevoir sans l'observation minutieuse des actions diverses par lesquelles se manifestent les fonctions vitales, d'où le réquisite d'une quête indéfiniment poursuivie de données empiriques à inventorier. C'est très important du point de vue de Leibniz, c'est l'un des enjeux de la médecine rationnelle. Cette quête indéfiniment poursuivie de données empiriques à inventorier. Certes, le point de vue structural et particulièrement microstructural caractérise sans nul doute l'analyse des dispositifs propres aux machines naturelles que sont les vivants. Mais cette analyse serait incomplète si elle ne remontait aux forces immanentes qui président au déroulement des opérations fonctionnelles dans une mécanique naturelle complexe. Ces forces se manifestent par des corrélations de phénomènes que désignent les propriétés spécifiques aux vivants qui forment l'objet d'analyse de la physiologie en tant que physique spéciale. Et je peux vous donner l'exemple que j'évoquais avec Emmanuel cet après-midi, l'exemple de l'irritabilité. Et il y a pressentiment, d'une certaine manière, d'une physique spéciale de l'irritabilité des fibres chez Leibniz. Et c'est pas banal, parce que je pense que, en fait, il est influencé par la lecture de Palivi, qui précisément propose une théorie de l'irritabilité des fibres, je veux dire. Et ces corrélations de phénomènes pourraient éventuellement fournir les prémices d'inférences déductives pertinentes. C'est l'objet de deux citations que j'emprunte à la correspondance avec Guglielmini. Il est également vrai que, basé sur les principes trop éloignés de la philosophie démocritéenne, le chemin menant à la physique spéciale n'est pas encore suffisamment apparent, et que le fondement des fonctions doit être plutôt cherché à partir des expériences, mais j'estime toutefois que déduire les conséquences de celles-ci relève de l'art médical.
Et Leibniz dissocie cette approche provisionnelle de ce qu'il tenait pour une conception trop spéculative de la médecine rationnelle, dont il entend prémunir les physiologistes d'inspiration mathématicienne, ce qu'on trouve par exemple dans les avertissements qu'il donne à Guglielmini, à Zendrini et à Michelotti, par exemple, dans ses correspondances. Il faut avouer, d'autre part, que plusieurs de ceux que l'on tient pour des médecins rationnels sont plutôt portés à la conjecture et peuvent parfois nous présenter comme des hypothèses probables, des conjectures nettement moins probables. À l'époque où Leibniz profère ses jugements, il conçoit l'anatomie comme partie intégrante de la physique spéciale des corps organiques à développer. L'anatomie enveloppe alors l'anatomie microscopique, ce qu'on appelait anatomia subtilis, le vocabulaire du temps, et englobait l'application de modèles mécanistes, c'est-à-dire physiques, aux structures et aux opérations des corps organiques conçus comme des machines de la nature. L'expression machine naturelle, on la trouve chez d'autres physiologistes de son époque. C'est pas la notion particulière de machine de la nature, elle est leibnizienne, mais la notion de petites machines intégrées dans des machines plus grandes, on trouve ça chez Malpighi, on trouve ça chez Sténon, on trouve ça chez un grand nombre de physiologistes de l'époque. Mais il n'était pas aussi évident que le profil de la nouvelle médecine rationnelle devait inclure la chimie comme une de ses composantes majeures. Certes, l'iatrochimie, notamment représentée par Sylvius et ses disciples, était l'un des courants méthodologiques en vigueur, mais elle était encore étroitement liée à la médecine vitale que soutenaient les émules de Paracels et de Van Helmont. L'école de Sylvius avait toutefois contribué à d'importantes avancées dans l'explication de certaines fonctions telles la digestion. Et une nouvelle école de chimie mécaniste ou corpusculaire se développait, notamment auprès de Boyle, et des expérimentalistes d'Oxford. Et Leibniz endosse, il endosse ces recherches. De plus, certains des principaux anatomistes, en particulier autour de Malpighi et de ses disciples, entendaient développer des modèles qui pouvaient se rattacher à la nouvelle chimie, celle qui était représentée essentiellement par l'école de Boyle. Stahl se dit préoccupé du fait que la plus grande partie de l'anatomie ne serait d'aucune utilité pour le praticien. La plus grande, je ne veux pas dire qu'elle est totalement inutile, mais ses principales objections visent l'étude des microstructures. Ce qu'il estime utile à la médecine concerne les seules parties accessibles à l'observation directe et doit servir à la thérapeutique, par exemple au traitement des blessures et aux opérations chirurgicales. Alors, c'est pas un des éléments majeurs, n'est-ce pas, des développements médicaux du XVIIe siècle, c'est l'avènement de l'empirisme médical de Thomas Sydenham. Sydenham, c'est très clair, et Locke, qui est d'une certaine manière expose la méthodologie de l'empirisme médical, s'oppose d'une certaine manière à l'anatomie subtile en disant que ce qui est important, c'est de retracer l'enchaînement des symptômes de la maladie tel qu'on peut l'observer cliniquement. Si on poursuit des recherches sur les microstructures observées au microscope, d'une certaine manière, on dénature l'expression des symptômes et de ce fait, on s'écarte de la compréhension de l'ordre naturel de déroulement des affections pathologiques qui indique en même temps l'ordre naturel, disons, d'exténuation de ces symptômes par la nature qui est automédicatrice. Et donc, ça, c'est un point extrêmement important. Bon, ça, je dis donc préoccupé. La recherche anatomique telle que pratiquée par Malpighi, par exemple, pourrait, selon lui, contribuer à une histoire naturelle des corps organiques, mais ne saurait améliorer la pratique médicale. Vous pouvez faire de l'histoire naturelle des corps organiques si ça vous fait plaisir, mais à ce moment-là, vous faites des choses parfaitement inutiles pour l'avancement de la médecine. Bon, une autre objection qu'il évoque tient à la thèse selon laquelle les processus physiologiques ne peuvent découler directement des dispositions structurales et a fortiori microstructurales pour trois raisons. Un, les processus humoraux, dont les structures, doivent être les seuls objets d'analyse lorsqu'il s'agit d'altérations pathologiques.
Deuxièmement, les phénomènes physiologiques et pathologiques s'actualisent de façon relativement indépendante par rapport à toute altération ou lésion des structures, car ce sont des effets de mouvements issus de l'âme. Et n'oubliez pas qu'il va greffer sur ça beaucoup d'éléments qu'on va attribuer à une conception psychosomatique, n'est-ce pas, des affections pathologiques, parce qu'il va faire intervenir les passions de l'âme, les états émotifs, l'affectivité, comme, disons, facteurs, producteurs de syndromes pathologiques. Les processus physiologiques et pathologiques sont téléologiques. Ils tendent à exprimer l'action même de la natura medicatrix. La tâche du médecin consiste essentiellement à suivre les orientations inscrites dans ces processus en facilitant le flux régulateur des humeurs et l'évacuation spontanée des matières pécantes. Les signes de l'action formatrice, conservatrice et correctrice de l'âme sont à rechercher dans les séquences observables d'états et de symptômes affectant l'économie générale du corps. Hein? C'est une thèse que Stahl partage avec l'école de Sénat. Bon. Tels sont précisément les arguments que Stahl oppose à l'évaluation positive de l'anatomie et surtout de l'anatomia subtilis que fait Leibniz. Il souligne en particulier que le médecin ne doit pas tenter de se substituer à la nature et à son énergie spontanée, alors que l'art de soigner ne consiste qu'à lever les obstacles qui entravent l'action médicatrice de l'âme, hein, et au mieux, on peut la stimuler, c'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut pas se substituer à l'action médicatrice de l'âme, hein, et faire par une intervention purement mécanique, penser qu'on va corriger les défauts de l'organisation vitale. De ce point de vue, l'observation des microstructures ou de structures détachées de leur connexion intégrative à l'organisation apparente du corps ne fournit qu'une représentation analytique abstraite qui échoue à exprimer l'ordre vital des processus. Ce pourrait être une contribution à la physique des corps organisés, ou à l'histoire naturelle, si vous préférez, des corps organisés, mais non à une médecine tournée vers l'intervention vitale. Contre-attaquant, Leibniz soutient la nécessité d'une extension maximale des observations et des inférences empiriques en vue d'applications que l'on ne saurait encore prévoir dans la mesure où le développement de l'anatomie et de la physiologie conditionnerait éventuellement les progrès de la chirurgie et de la thérapeutique. À l'évidence, cette vision du savoir médical se rattache à l'argument leibnizien selon lequel l'organisme ne serait qu'un mécanisme plus subtil et divin, et dont l'une des conséquences serait que l'on ne devrait ménager aucun effort en vue de promouvoir la connaissance approfondie de l'organisation interne et des opérations du corps organique. D'ailleurs, ce qu'il attribue aux vertus de la chimie, puisque précisément la chimie va s'intéresser aux opérations internes aux masses corporelles, selon lui. Et dans cette perspective, Leibniz assigne aux praticiens et aux autorités publiques la responsabilité de veiller au développement de ce nouveau savoir et de ses précisions additionnelles. Bon, Leibniz compte la chimie au nombre des disciplines qui peuvent contribuer à fournir un cadre théorique et non simplement pratique et accessoire à la médecine. N'oubliez pas qu'on fait beaucoup de chimie, en fait, dans la médecine du XVIIe siècle, puisqu'on prépare des médicaments, très souvent à partir de principes végétaux. Mais on fait de la chimie appliquée d'une certaine manière, constamment dans la médecine de ce siècle. On n'exclut pas. Mais on ne pense pas pouvoir compter sur la chimie pour construire un cadre théorique de la médecine. La chimie s'est essentiellement développée, par exemple chez Joachim Becher, l'inspirateur de Stahl chimiste, comme une discipline empirique intéressée aux réactions qui impliquent acides, alcalis et huiles dans le règne inorganique. Leibniz croit, d'une part, que la chimie a pour objet les composants internes des masses corporelles distinguées de leur structure,
on en a parlé de ça aujourd'hui, à savoir des combinaisons et réactions perceptibles par leurs effets et dont il s'agit de rendre compte. Et cela non seulement en ce qui a trait aux parties solides, mais aussi et principalement aux parties fluides des corps. D'autre part, les êtres vivants, animaux et plantes, devraient être analysés selon les réactions et combinaisons chimiques qu'ils subissent. Or, celles-ci sont analogues à celles des corps inorganiques. Pour Stahl, chimiste réputé, disciple de Béchard, la chimie apparaît encore plus éloignée des buts et des pratiques de la médecine que l'anatomie, surtout que l'anatomie subtile. D'abord, elle manque de compétences et de pertinence lorsqu'il s'agit, par exemple, de comprendre les changements humoraux survenant dans le corps vivant. Mais plus fondamentalement, les analogies chimiques provenant du règne inorganique ne correspondent pas aux processus vitaux de sécrétion et d'excrétion tels qu'ils se déroulent dans l'organisme. Stahl considère en effet que des inférences distinctes s'imposent dans le cas de la fermentation végétale et animale en raison de la spécificité des matières impliquées et des fins vitales qui expriment des réactions découlant d'une organisation irréductible au mécanisme. Stahl argue qu'assurément ni les physiciens ni les chimistes, avec toutes leurs suppositions, n'ont réussi jusqu'à présent à former une conception relative aux mutations diverses et aisées qui se produisent dans le corps animal. En fait, les actes vitaux, en particulier ceux de sécrétion et d'excrétion, s'opposent à tout processus dont on pourrait rendre compte en termes chimiques, notamment à la corruptibilité putride fermentative du corps humain, qui est sa disposition matérielle. Les actes vitaux échappent à l'intelligibilité des inférences tirées de la chimie. Conformément à sa notion du corps organique fonctionnant comme une machine hydraulique pneumatique, pyrique, je ne sais pas comment traduire le terme, pyrotechnique comme vous voulez, dans l'exécution de tous les mouvements vitaux et animaux, Leibniz interprète les perturbations au fonctionnement apparemment induites par les passions de l'âme comme si elles étaient en réalité causalement déterminées par les processus physiques et chimiques se déroulant dans le corps. On a vu avec Raphaël que cela entraîne, disons, des complexités analytiques pour en rendre compte chez Leibniz. Et il propose une interprétation mécaniste des processus d'assimilation en recourant à la notion de mutation chimique régulière. Son argumentation fait fond sur les processus circulatoires qui transforment radicalement les matières ingérées pour les rendre plus aisément assimilables. L'élimination des passions de l'âme comme cause directe d'effets corporels semble à Stahl trop choquante pour même en discuter. Il dit c'est contre l'expérience. Cette réaction incite Leibniz à remettre en scène l'opposition entre interprétation mécaniste des fonctions et explication par recours à des principes chimériques tels que sont les archets. Il va faire ressortir les archets en disant « vous ne faites rien d'autre » en refusant l'intelligibilité des processus mécaniques. Je vais passer à ma conclusion. On pourrait d'avoir un autre développement. Les écrits de la controverse entre Leibniz et Stahl illustrent une divergence fondamentale entre une physiologie construite selon le patron d'une physique spéciale et une médecine primordialement intéressée au statut empirique de l'homme dans l'état de santé comme de maladie. Statut empirique de l'homme. Il est facile de saisir dans ces approches en conflit, correspondant au couple antagoniste médecine rationnelle, médecine vitale, mais Leibniz lui-même ne s'attribue pas la médecine vitale. C'est Leibniz qui le met dans le camp de la médecine vitale. Mais quand même, c'est intéressant, je veux dire, comme opposition. Une forme d'antinomie entre deux conceptions de l'organisme, fondamentalement. Comprenons ici, par ce terme d'organisme, le mode d'organisation du vivant qui rend compte de sa formation et de son fonctionnement tant normal que pathologique. Stahl soutient sa propre doctrine dans cet échange et ne répond que d'elle, même s'il s'y profile une discipline d'école qui fera des émules au XVIIIe siècle.
Il n'en est pas de même pour Leibniz. Celui-ci défend en effet un programme de recherche partagé dans ses grandes orientations par des philosophes, physiologistes et médecins aux allégeances et aux réalisations diverses, classiquement regroupés, mais postérieurement regroupés, sous la rubrique d'école iatromécaniste. Mais les principes philosophiques qu'il propose, en guise de justificatif, proviennent de sa propre philosophie et ne sauraient toujours représenter le noyau dur du programme du point de vue de tous les chercheurs impliqués. Il faut faire attention, je veux dire. Il encourage Guglielmini et Hoffmann à produire la médecine rationnelle et il justifie leur démarche par des propos qui sont empruntés à sa propre philosophie, mais on ne peut pas leur attribuer tous les aspects de cette philosophie leibnizienne. Certains thèmes généraux ressortissent néanmoins de la confrontation. Certains thèmes généraux. Le principal est évidemment l'équation établie notamment par Hoffmann, dont s'inspire Leibniz entre organisme et mécanisme. Dans le même temps, chez Stahl, prévaut la dissociation relative entre ces deux modes d'explication des phénomènes. Pour les protagonistes de la médecine rationnelle, le vivant apparaît intégré à un ordre de la nature régi par des causes déterminantes, disons-les physico-chimiques. Celles-ci ont été arrangées dès l'origine, de telle sorte que les processus fonctionnels puissent surgir des structures et des forces qui se déploient dans les corps organiques. Il s'agit donc de partir de l'observation des microstructures et des changements qui s'y produisent pour en inférer des modèles explicatifs sur fond d'analogie mécaniste. Stahl, en contrepartie, fait intervenir une âme, moi je l'ai appelée âme physiologique. Parce que on pourrait le détailler, ce n'est pas l'anima philosophique pur et simple. Parce que l'âme, elle gouverne fondamentalement le corps, elle régit le corps directement. Donc, il y a d'une certaine manière une sorte de rupture entre la conception de l'âme qu'on trouve chez Stahl et la conception dominante de l'âme dans la philosophie du XVIIe siècle, y compris dans la néo-scolastique allemande de la même époque. Bon. L'âme stahlienne impose un ordre téléologique spécifique à l'agrégat instable mixte constitue le vivant. Cette âme assure l'intégration du tout et cause les mouvements vitaux par lesquels s'actualise la formation, la préservation, la restauration d'un vivant constamment menacé de corruption et de dysfonctionnement pathologique, voire létal. La médecine que fonde cette théorie a pour caractéristique principale de se baser sur l'observation des séquences de phénomènes propres au corps organique considéré comme un tout, et de lier les processus ainsi dévoilés au logos de l'âme visant intentionnellement, de façon infraconsciente, la sauvegarde du vivant. La vie régit ainsi le mécanisme vital parce qu'elle émane d'une entité immatérielle, identifiable par des effets physiques irréductibles à l'ordre mécanique. Les conséquences de l'antinomie théorique entre les deux médecines sont nombreuses. Conséquences sont nombreuses. Pour ma part, j'ai tenté d'illustrer le rôle accordé par le clan mécaniste leibnizien, on va l'appeler comme ça, bien qu'il n'existe aucun clan mécaniste leibnizien, un réseau à la limite, n'est-ce pas, de correspondants avec lesquels Leibniz partage l'idéal du développement de cette médecine rationnelle. Bon, pour ma part, j'ai tenté d'illustrer le rôle accordé par le clan mécaniste leibnizien à l'anatomie, notamment à l'anatomie microscopique, l'anatomie subtilis, ainsi qu'à la chimie, dans la constitution d'une science du vivant dont la médecine constituerait le champ d'application. La médecine est l'application, d'une certaine manière, de ce qu'on pourrait qualifier d'une science théorique. Une science de type théorique doit être le pilier sur lequel repose la pratique médicale. À l'inverse, la médecine vitale, à la façon de Stahl, écarte ses savoirs comme étrangers à la constitution d'un art médical véritable. Celui-ci, néanmoins, ne serait pas sans théorie,
Ça, j'insiste sur ce point. L'art médical, évidemment, c'est une discipline pratique, et c'est la praxis qui l'intéresse, Stahl. Mais en même temps, théoria medica vera, il pense que lié à cette pratique implique la constitution d'une forme de vision théorique, mais cette théorie serait ordonnée à la recherche. Cette théorie serait ordonnée à la recherche de concepts représentant l'économie vitale dans son ordre, par-delà les mécanismes qu'elle intègre. L'économie vitale, c'est ça l'objet de la composante théorique de la médecine, selon Stahl. Établir l'économie vitale. C'est la raison pour laquelle ces recherches sur le tonus, sur la tonicité, sont extrêmement importantes. Hein? Sur les sécrétions, les excrétions, sur, disons, le rôle des affections de l'âme, sur l'écoulement des fluides organiques, des choses dans ce genre. Il s'intéresse énormément au pouls comme processus, parce que tout ça, c'est ce qui définit le cadre théorique qui l'intéresse. Mais cette théorie serait ordonnée à la recherche de concepts représentant l'économie vitale dans son ordre, par-delà les mécanismes qu'elle intègre, insuffisants, les mécanismes en tant que tels, à produire la vie. Merci.